À tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Pour ceux qui sont sur YouTube, nouveau format, on vient tout juste, d'arriver. Pour ceux qui sont en podcast, c'est comme, d'habitude, vous pouvez juste nous retrouver à plus d'endroits. Donc voilà, Twitter comme toujours pour avoir notre actualité @le Front Office. YouTube, la chaîne s'appelle, tout pareil et Twitch aussi, hein, Alex, on a bien fait le boulot? C'est ça, normalement, tout est bien brandé, @ le front office, donc hésitez pas à nous suivre. Tous les liens sont dans notre Linktree, donc Linktree/, le front office, comme Ouais, d'habitude. le travail est bien fait ici et comme vous l'aurez compris, du coup, je suis avec Alex. Comment tu vas, Alex, aujourd'hui? Mais ça va nickel et toi? Écoute, ça va très, très bien. Je suis très, très content de ce début de saison 3, hein, comme vous pouvez le constater. Alors pour ceux qui nous suivent depuis, un petit moment, bah, on accélère un petit peu, hein. Cette année, on a décidé de vous proposer de la vidéo, en plus de l'audio. Pour les nouveaux, bienvenue, installez-vous confortablement, ça va très, très bien se passer. On est hyper accessible, sur, Twitter, hein. Vous posez toutes vos questions, n'hésitez pas à échanger avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir et du coup, bah, je te propose qu'on passe au sujet du jour, hein. On a bien entendu toutes vos recommandations de l'intersaison et on a décidé de faire des épisodes qui étaient un peu, décorrélés de l'actualité, de réfléchir, de prendre un peu notre posture de front office et aujourd'hui, on va réfléchir à comment, quand on est une franchise, comment on peut bien préparer la draft et faire en sorte de, soit choisir des rookies qui vont arriver dans un bon contexte, soit être directement dans le bon contexte. Alors, décorrélé de l'actualité, il y a quand même une draft dans un mois, Alex, hein, où il s'est Accessoirement. d'ailleurs passé pas mal de choses. Mais en fait, l'épisode qu'on va faire aujourd'hui, il va être valable, pour toutes les drafts de tous les ans, hein, à moins qu'il y ait une révolution totale en NFL, sinon ça se passe toujours de la même façon. Clairement, Mmh. clairement, c'est souvent la même chose, mais les situations changent d'une année à l'autre. Ça peut être très rapide, ou tu peux être Ouais, d'une franchise excellente, à faire, le Super Bowl, à 2-3 ans plus tard, ne plus trop savoir où tu es. Coucou les Buccaneers. ouais, exactement, ou les Rams. Même s'ils ont Ou les pas de pic de Rams. draft. Voilà. Encore plus récemment. Non, mais c'est vrai que alors je suis pas spécialiste, hockey sur glace ou baseball, je connais surtout la NBA, mais j'ai l'impression qu'en foot US, c'est là où les cycles se renouvellent vraiment le plus rapidement possible. Sauf quand tu as un joueur qui s'appelle Tom Brady et ou visiblement plus récemment Patrick Mahomes. Donc c'est, c'est pas comme en NBA où tu peux faire un all-in beaucoup plus, facilement qu'en NFL. J'ai l'impression qu'en NFL, il faut vraiment que tout s'aligne bien et que même si tu fais un all-in, tu vas payer la reconstruction très vite. Bah, en NBA, tu es à, quoi? Tu es à 13 joueurs dans une équipe, globalement? Ouais, c'est un roster de Et 15 plus, 2 ouais, voilà, c'est contrats en ça. two-way. Ouais, donc tu es à 17, enfin 15, Ouais, 15, parce qu'on compte pas le practice squad. Tu es à 15 en NBA, tu es à 53 en NFL. ouais, Ouais, vu faut que ça comme s'aligne, ça, quoi. Et puis tu peux t'en sortir à 5 qui font 40 minutes en NBA, mmh, et avoir que des role players vite fait pour limiter la casse. Si ton attaque elle est bonne mais que ta défense elle est pas bonne, et inversement, tu c'est dur. C'est dur en ouais, NFL. ouais, il faut être bon partout et si cet épisode arrive maintenant, c'est aussi parce qu'on arrive un peu, faut le dire, sur la fin de la free agency. On l'a tweeté, mais globalement cette intersaison avec le mouvement des joueurs qui sont déjà dans la ligue, le dernier domino à bouger globalement, c'est Aaron Rodgers. Une fois qu'il est tradé, s'il est tradé en fonction de quand vous allez regarder, cet épisode-là, globalement, on aura eu tous les gros mouvements qu'on attendait, pour cette période et on s'oriente, tranquillement vers la draft et là très clairement, les équipes, elles vont pas vouloir se tromper. C'est vraiment, c'est l'objectif numéro 1, Alex, hein, pas gaspiller les pics. Bah oui, parce qu'au final, comme on a eu l'épisode, du coup, le dernier épisode qu'on a fait avec France Salary, qui nous a bien aidé et aiguillé sur beaucoup de sujets. Ouais, C'est vrai qu'avec ton salary cap, tu peux faire beaucoup de choses, mais tu es vite limité, parce qu'il y a un salary cap, donc tu peux faire des manœuvres autant que tu veux, mais tu as 53 joueurs, donc tu as beaucoup de joueurs qui doivent être bien draftés. En général, tu as beaucoup d'équipes qui gagnent avec des contrats QB, pas forcément énormes, notamment avec pas des rookies, mais des contrats rookies dans les ouais. 4-5 premières années. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à bien avoir en tête.
Et après, tu as des équipes qui arrivent à très bien drafter des joueurs lointains et Ouais, du coup qui te remplacent même des joueurs très très bien draftés. On l'a vu avec Brock Purdy notamment, qui était le dernier pick de la draft et qui a emmené son équipe en finale de conférence. exactement. Euh, et bon, après, il y a eu des circonstances. Hein, les deux QB de devant étaient blessés, mais tout de même, tu peux trouver un joueur en fin de draft qui est excellent, ou du moins qui est bon, du moins. Et par rapport au pick utilisé, ce sera toujours une bonne affaire. Ouais, non, très clairement, hein. De toute façon, là, c'est double enjeu. C'est comme tu l'as dit, il faut compléter des effectifs où il y a 53 joueurs et toutes les équipes n'ont pas un salary cap bien géré ou à extension. Et on parle de joueurs qui sont dans leur contrat rookie. Ça, sans trop me tromper, mais je vais pas vous donner de chiffres en détail, mais globalement, plus vous êtes drafté tard, plus votre contrat il est petit, voire pas garanti. Donc ouais, quand vous arrivez à faire une bonne affaire au 5 ou 6e tour, vous êtes très content d'avoir un mec très peu payé pendant quelques années, quoi. C'est Surtout s'il ça. a un impact. Ouais, totalement, totalement. Bah, on se rappelle de comment, dans les exemples récents d'un Dak Prescott qui était drafté au troisième tour, si ma mémoire est bonne, bah, le contrat est bien moins bon que s'il avait été drafté troisième Ouais. tour, le troisième pick en tout, où tu as 4 ans garantis, une cinquième en option. Donc c'est vrai que oui, c'est faut bien attendre, faut pas faire d'erreur. On pensait qu'il allait avoir une petite erreur Malik Willis ou quelque chose comme ça l'année dernière. Au final, ça a été attendu le plus tard possible. C'est Ouais. les erreurs au premier tour coûtent très cher et les erreurs au tour lointain bah, sont enfin, le risque est beaucoup moins élevé, ce qui est logique. Eh bien, du coup, Alex, on va s'orienter tranquillement vers les stratégies à adopter. Comment limiter un maximum ces erreurs? Comment préparer globalement le plan de la draft? Et je te pose une première question. On va faire un peu des études de cas sur ce sujet-là. Déjà, est-ce que toi, en général, sans prendre une équipe en particulier, tu aimes plutôt les équipes qui vont drafter au besoin, plutôt au talent, plutôt un mélange des deux, plutôt talent sur les premiers tours, besoin en prêt ou l'inverse? Éclaire-nous un peu sur ce que tu préfères. Ça dépend vraiment de l'équipe, toujours. Mmh. Je trouve qu'il faut faire pour moi, c'est tu prends les 4-5 postes où tu as besoin à peu près au même niveau et tu fais le différentiel premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Et je pense notamment à ça pour des receveurs. Je trouve que si tu as besoin d'un receveur, autant le prendre dans les deux premiers tours que dans les tours lointains où c'est beaucoup moins sûr. En tout cas, moi, ce serait ma stratégie si j'étais GM. Après, je ne prendrais pas un receveur au premier tour pour prendre un receveur au premier tour, mais voilà. Je trouve que les corners aussi, depuis plusieurs années, sont quand même assez bons dans les premiers tours. Il faut trouver la pépite au cinquième éventuellement, mais c'est quand même assez rare. Mais à part Jeff Okuda d'il y a quelques années qui n'a pas très très bien fonctionné, le reste, je trouve que ça va. Donc il y a Et des cap postes comme ça qui ont l'air quand même mieux scoutés que d'autres, Ouais. du moins à mon avis. Et bon après en général, c'est aussi en fonction de ton équipe de scouting de manière générale. Mais voilà, je pense que ce serait réfléchir tous mes besoins principaux et quel est le différentiel si je prends un corner au premier, puis un receveur au deuxième, ou un receveur au premier et un corner au deuxième, par exemple. Donc c'est cette idée-là. Et après, quand mon équipe elle est au top du top, meilleur joueur disponible, ou je n'ai pas de joueur sous contrat à 25 millions par an. Ouais. Euh, voilà, mais c'est un peu cette idée-là. Drafter au talent, c'est bien, j'aime bien, mais bah, si t'es premier tour, si t'es premier pick 2 années de suite, tu vas pas drafter deux quarterbacks en général. Si c'est comme chaque année quasiment où tu as un quarterback qui est pris en 1. Donc voilà, en tout cas au niveau de la draft en elle-même de je sélectionne un joueur, c'est ma stratégie. Ouais, deuxième question un peu dans la même veine, est-ce que tu es plutôt je mets le paquet pour monter et me garantir les meilleurs prospects, ou est-ce que à l'inverse, tu es plutôt bon, vas-y, mon deuxième, je le trade contre un troisième et un cinquième, et du coup, je prends plus de joueurs quitte à les prendre plus bas? Bah moi je préfère la stratégie du je descends de 2 pics et je récupère des trucs. C'est Ouais. pas énorme, mais je récupère quand même et je trouve que c'est plus intéressant à chaque fois. Toutes les équipes qui descendent, j'ai l'impression que c'est bénéfique et les équipes qui montent, c'est assez rare que ce soit incroyable au niveau du résultat. Après, je sais pas ce que tu en penses, toi. Bah, en fait, j'ai l'impression que la seule bonne raison de monter, c'est pour un quarterback, que le reste, il y a pas d'intérêt, tu vois? Parce que les QB, c'est toujours ce qui part avant. Donc
pour moi, tu vois, genre les Panthers. On va prendre l'exemple des Panthers qui sont montés pour aller chercher le premier choix. Tu es obligé de lâcher cher. Tu es obligé de lâcher très cher si tu veux ton joueur. Par contre, si c'était une classe où il n'y avait pas de bon QB et que les premiers joueurs étaient, je sais pas, des linebackers, des edge ou quoi que ce soit, c'est très rare de voir une équipe monter comme ça pour aller chercher un joueur qui est pas le gars qui va changer ta franchise, quoi. Totalement, Franchement, totalement. Je suis vraiment d'accord avec toi. Bien, écoute, on va passer directement à quelques petites études de cas. J'ai sélectionné 4 équipes qui ont 4 situations très différentes et j'ai envie qu'on en discute, savoir un peu qu'est-ce qu'on ferait. La première, tu en as déjà un peu parlé avec Brock Purdy, c'est les Niners. Pour rappel, les Niners ont énormément de picks de draft. Dans mes souvenirs, c'est quelque chose comme 10, 11. En tout cas, ils ont des picks qui commencent au 3e tour. Ils ont plusieurs 3e tours et après, ils en ont sur les tours jour 3, day 3, des picks day 3. Les Niners qui sont une équipe, donc on redonne le contexte pour ceux qui seraient tout nouveaux suiveurs de la NFL ou qui auraient pu toutes les infos en tête. Ils sortent d'une finale de conférence contre les Eagles qu'ils ont perdu. La situation au poste de quarterback, écoute, c'est un peu une grosse discussion, mais je pense pas qu'elle rentre en compte dans leur choix à la draft, puisqu'avec des 3e tours, ils vont pas sélectionner de QB. Ils peuvent estimer qu'ils ont en Trey Lance ou Brock Purdy, en tout cas, au moins un mec qui va leur assurer Et Sam Darnold. perf. Et Sam Darnold. C'est vrai qu'ils ont 3 potentiels numéros 1. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler. On aura le temps plus tard. Du coup, tu es sur une équipe qui est déjà très forte, vraiment, qui a pas énormément de points faibles, qui a fait une bonne free agency, qui a une dizaine de picks. Que ferais-tu avec leurs picks? Est-ce que du coup, là, tu es sur une équipe qui est bonne, tu te dis, ok, il nous faut des joueurs de ouf, ou à l'inverse, tu es en mode, on contrôle le salary cap, on investit les 11 picks là où ils sont, et les mecs qu'on prend, s'il y en a ne serait-ce que 3 qui sont bons, c'est tout gagnant. Bah, eux, c'est assez. Enfin, je sais pas, pour moi, ils ont besoin d'un. Est-ce qu'ils ont besoin d'un alpha receveur? Je sais pas, parce qu'ils en ont déjà quand même 2 qui sont bons. Ouais. Et comment? Et Kittle. Mais je pense que ça leur ferait pas de mal un peu de profondeur en receveur. Donc, il y a un de mes picks de 3e tour, je pense qu'ils partiraient pour un receveur. Je pense qu'au niveau défensif et contre la passe, c'est pas leur point fort. Et ils sont notamment renforcés dans la ligne avec Javan Hargrave, Ouais. qui est arrivé à l'intersaison. Donc, je pense que dans la ligne, c'est pas du tout là où ils ont besoin. Même si jamais best player available au 2e tour, il y en a un dans la ligne, personnellement, je le prendrais parce qu'ils ont été capables, notamment avec, on avait vu DeForest Buckner qui avait été tradé pour un 1er tour il y a quelques années aux Colts. Ils sont capables de faire des mouvements bah, ok, tu veux plus être là, ciao. Donc avoir une solution de repli, je pense que ça serait pas mal. Mais globalement, c'est surtout en fait, c'est la passe, que ce soit la réception ou la défense En contre. défense. Ouais, je pense que c'est les 2 endroits où j'irai en particulier. Et ensuite, meilleur joueur disponible à chaque fois et trade out dès que je peux aussi. Pas dès que je peux, en mode vite, vite, vite. Mais voilà, s'il y a personne qui me plaît, autant récupérer un tour pour les années suivantes. Pour entourer ton QB où tu sais que c'est l'avenir totalement. Donc pourquoi pas. Ok, intéressant, ouais, cette piste de repousser les pics sur des années ultérieures, j'avoue que c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé. Moi, Ils ont j'avoue une que belle équipe, hein. ouais, bah ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu pourrais anticiper le vieillissement de certains cadres ou le fait qu'un jour tu vas avoir à re-signer des mecs et que c'est mieux que tes contrats rookies commencent plus tard. Bah, je pense à Ouais. Debo qui avait fait tout un pataquès l'off-saison dernière. T'es pas à l'abri qu'un Brandon Ayuk fasse la même chose. Donc, moi, je prendrais un receveur à un moment et au moins de me garantir ça. Les receveurs, il y en a de plus en plus qui sont excellents. Donc Ouais. autant en prendre dès que tu peux, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Écoute, moi, si j'étais les Niners, j'aimerais bien les voir monter de façon agressive pour justement répondre aux peu de besoins qu'ils ont. Tu vois, réduire leurs 10 ou 11 pics de draft, quitte à ce qu'ils en aient que 5 ou 6. Mais j'ai l'impression qu'ils se trompent pas tant que ça à la draft. J'aimerais bien leur voir faire des packages
un troisième plus un quatrième plus un cinquième pour monter fin de premier ou début deuxième et aller chercher, comme tu disais, genre un alpha receveur si Debo ou Ayuk deviennent problématiques. Ou s'ils ont, je sais pas, un crush sur un super tackle qui serait un futur tackle gauche, vu qu'ils ont Trent Williams, je crois, qui a 31 ans, même si c'est un des meilleurs de la ligue. Tu vois, être vraiment dans cette optique de rendre une équipe excellente encore plus excellente. Vraiment avoir ces pics intermédiaires, les transformer en gros pics. Et par contre, les pics de 6e ou 7e tour, très clairement, je les garde et je tente un peu ces paris, d'aller sur des profils où, ouais, même si des Elijah Mitchell, des Brock Purdy, des joueurs ouais, comme ça qui fonctionnent et qui arrivent très bien dans ce système qui est, on dirait, facile à s'intégrer et à la fois aussi difficile. ouais, bah chez eux, n'importe quel running back pris au 7e tour, c'est un titulaire à 800 yards chez eux. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, moins avec CMC maintenant, Ouais. mais oui. Ouais, CMC qui est, je le rappelle, running back, receveur et parfois quarterback s'il y a des blessures. Hein, Clairement. ils ont rajouté l'arme fatale, c'est assez impressionnant. On va voir ce que ça donnera la saison prochaine. Alex, on va passer à notre deuxième équipe étude de cas. J'ai hésité entre deux équipes, entre les Lions et les Seahawks. Et très clairement, je suis allé sur les Lions parce que je trouve qu'ils ont fait une belle free agency, qu'ils ont un peu d'avance sur les Seahawks, à mon avis, dans le projet. Et ça fait partie de ces équipes, justement. Il y avait les Jaguars aussi potentiellement. Mais eux, ils ont, comme les Seahawks, ils ont 2 pics au premier tour, alors qu'ils ont une équipe qui est en train de pousser, qui a fait les playoffs. Donc ouais, c'est équipe assez jeune, avec un quarterback dans les 2 cas, même si là, nous, on va parler des Lions, mais que ce soit Seahawks ou Lions, Geno Smith, Jared Goff, on a vu que c'était des bons titulaires, mais probablement pas les mecs qui te font gagner un Super Bowl non plus. T'as un corps d'équipe qui est incroyable, qui est plein de fraîcheur, il y a un peu de jeunesse, des petites touches d'expérience, énormément de talent. C'est des équipes qui ont 2 first pick, très haut en plus. Et tu as choisi les Lions. Ouais, j'ai choisi Un les peu d'entrain, Lions. Jérôme, quand même, voyons. Non, mais écoute, j'avoue que c'était assez dur. J'ai l'impression que les Lions, avec Jared Goff, ont une situation un peu plus, c'est un peu plus mitigé que les Seahawks qui se retrouvent avec une bonne surprise, quoi. Tu vois, là où Geno Smith, ils peuvent se dire: «OK, ça se trouve, le mec, là, son âge de la maturité, ça va être, impressionnant, il va cartonner». Un peu comme les Titans ont une bonne surprise quand Tannehill a enfin trouvé sa bonne maison. Là où Jared Goff, je pense très clairement que les Lions, ils savent qu'ils gagnent pas avec Jared Goff, quoi. Oui, Je sais oui, pas ce c'est que tu en sûr. penses, mais j'ai l'impression que les Seahawks peuvent plus y croire avec Geno Smith que les Lions avec Jared Goff. Mais Ouais, c'est un mais tu as un parti plafond pris, plus bas. Enfin, tu as un plafond plus bas et un plancher plus haut avec ouais. Jared Goff. Ouais, non, mais je Donc, suis d'accord et puis c'est aussi pour l'équilibre, vous verrez après, on a aussi 2 équipes d'AFC. Là, on va parler de 2 équipes de NFC, avec les Lions, mais oui, ça a marché ouais, avec les Seahawks aussi. les Seahawks aussi, ouais. Bon, en tout cas, Alex, dans les 2 cas, là, on parle des Lions, mais ça s'appliquerait aux Seahawks. 2 choix, au premier tour, dont un choix, top 10. Top Comment 6. tu ouais, top 6 même, je dis top 10, mais dans les 2 cas, c'est choix top 6. Comment est-ce que tu manœuvres à la place des Lions? Pas facile, hein? Ouais, c'est difficile, hein. C'est difficile, mais défensivement. Défensivement, ils se sont quand même assez bien renforcés, notamment contre la passe, Ouais. avec les signatures qui me sortent de la tête. Alors Mais il y a bah, le corps ils ont pris CJ ouais, ils ont Gardner-Johnson. pris Garner Johnson et Cameron Sutton, l'ancien Ouais, c'est ça. cornerback des Steelers pour jouer dans le slot, qui est un des meilleurs dans le slot et tu parlais d'Okuda tout à l'heure, qui n'est pas encore à la hauteur des espérances, mais qui la saison dernière a pour l'instant fait sa meilleure saison en carrière. Ouais, Donc oui, ouais, oui, oui. très clairement le groupe est en train de up là où ils avaient déjà les plus grosses faiblesses avant même la draft. Ouais, et bah, le reste, personnellement, il y a quoi? Parce que tu as Amon-Ra, tu as Jamison en receveur. Ils vont sûrement devoir prendre un tight end parce qu'ils ont tradé, TJ Hockenson. Mmh. Heu, la ligne, je pense que ça leur fera pas de mal de s'améliorer un chouïa. Running back, ils sont bons. QB, si Anthony Richardson tombe en 6, il faut qu'ils le prennent à mon avis. OK, Heu, OK, non mais voilà, j'aime bien, mais j'aime je bien que tu pense te qu'il sera positionnes pas comme mais je ça. pense qu'il sera parti aux Seahawks un pick avant, en fait. Je pense que s'il tombe en 5, il part aux Seahawks. OK, OK, intéressant.
intéressant. C'était un peu la question de savoir, est-ce que ce premier pick sert à prendre un QB ou pas? Pour ça aussi que je prenais les Lions, plus que les Seahawks. Mais, est-ce que, par exemple, tu prends ce pick, 6 plus leur deuxième pick qui est, top 20 aussi. Est-ce que tu packages et admettons tu montes à la place d'Arizona et tu prends un QB? Est-ce que, Arizona, ils vont avoir des telles offres ouais. Arizona, c'est parce l'équipe qui a pas que besoin de QB et qui se retrouve quand là. quand tu vas avoir, Stroud et Young qui vont partir normalement en 1 et 2 respectivement ou pas, hem, Arizona, ils ont la meilleure place, Indianapolis va vouloir monter, les Riders vont sûrement vouloir monter, heu, Washington peut vouloir monter. Il y a du monde qui peut vouloir un Richardson, même un Will Levis, en fonction de comment ils l'ont, dans leur draft board, parce que pendant un Ouais. moment, Will Levis, c'était le numéro 3 et Anthony Richardson a décidé de lancer le ballon, très, très loin, mieux qu'en université et d'un coup, il est beaucoup plus haut dans les draft boards. Donc ouais, c'est en tout cas, je les vois pas monter. Je pense qu'ils vont prendre best player available. S'ils peuvent prendre un edge, ça leur fera pas de mal. Il y en a des bons. En tout cas, en très haut, j'ai l'impression que le Miles Murphy, qui a l'air très bon, Will Anderson, on sait pas où il va tomber au final, Jalen Mmh. Carter qui a des petits qui est un defensive lineman, qui a des affaires extrasportives, mais lui aussi pareil. En fait, ils vont se retrouver en 6 avec un choix digne de numéro 1, en comptant, pas les enfin de numéro 1 de l'année dernière. Eux, ils sont dans la meilleure situation possible. Prends ton pic, au pire tu descends, au pire tu descends, mais moi je garderai C'est mon pic. c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que si tu as l'opportunité de descendre et que tu vois que devant, disons que ça s'excite très, très vite sur les quarterbacks et que toi, les un ou 2 prospects défensifs que tu voulais, bah, au Bah, final, tu pas sûr. derrière toi, il y a les Falcons, derrière toi, il y a les Riders notamment, Mmh. en 7 et Washington que tu as 8. cité. Washington, ils sont un peu plus bas quand même, Les Titans mais en tu 11. les Titans en 11, dont on parlera plus tard, les Texans qui sont encore en 12. Alors eux, je les vois pas, mais on sait jamais s'ils font un truc et qu'ils décident de trader ce pick 12 intermédiairement à quelqu'un d'autre pour qu'il remonte d'un coup et ensuite remonter après. C'est une équipe qui monte d'abord en 12 et ensuite qui monte Mmh. en éventuellement 6. Je pense que les Lions, ils ont moyen de récupérer des pics, mais en même temps, leur équipe, enfin la division, elle est prenable cette année. Donc autant drafter les meilleurs joueurs possibles si tu peux, quoi. OK, OK, ouais, je suis assez d'accord et s'ils prennent disons qu'ils prennent le meilleur joueur disponible en 6, est-ce que ce deuxième pick top 20, tu peux dire: «Je le convertis en 2 2e tours ou en un deuxième, un troisième s'ils sont ils draftent plutôt bien, je trouve, s'ils sont confiants avec ce qu'ils font. Est-ce que tu trouves que ça a un intérêt de multiplier les talents? Bah, ils auraient pas tort. L'année dernière, dans mes souvenirs, ils sont montés pour récupérer Jameson Williams. Ouais. Heu, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'ils prennent, un mec, un QB à la fin du premier tour. On s'attendait à ça. Ils sont capables de monter. Moi, personnellement, je les vois pas monter pour rien. Je les vois plus monter dans les tours alternatifs, Mmh. day 2 éventuellement, monter parce qu'il y a un joueur qui descend d'un cran et qui se disent: «Ouh là là, on va le prendre tout de suite». Mais je les vois pas, nécessairement descendre de 20 pics. Je trouve ça énorme, Ouais, pour OK. l'équipe qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont pas dans une équipe qui est en reconstruction et qui aura plutôt besoin des pics l'année prochaine, mais je pense qu'ils ont plutôt besoin des joueurs cette année. Ouais et puis contractuellement, ils sont pas encore dans une situation compliquée donc ils ont pas intérêt à je Après, suis les voir d'accord descendre avec toi. de 6 à 8, ça me choque pas du tout parce que 2 pics, c'est pas énorme et tu récupères pas mal d'assets pour les années à venir. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai et tu pourrais avoir des équipes qui, dans la course aux receveurs, par exemple, si, si ça commence à s'exciter entre les places 10 et 15 et que tu as une équipe qui veut monter, eux, ils peuvent avoir une opportunité de descendre, enfin. En tout cas, ce sera à surveiller, mais je trouvais le cas des Lions assez intéressant. J'ai un peu introduit en te citant le pick 11, mais on va passer à la 3e équipe, les Titans. Les Titans, je voulais parler d'une équipe alors c'est la mienne, j'aurais pu en prendre une autre, mais je trouvais leur cas ultra intéressant, dans le sens où on parle d'une équipe qui ces dernières années, jusqu'à cette saison, était en play-off tout le temps, faisait des bons rushs en play-off et là, c'est une équipe qui va vers une reconstruction, mais qui ne l'a pas encore, 100 assumée. On n'a pas encore, de nouvelles d'un départ de Tannehill, à l'heure où on se parle ou d'un départ de Derrick Henry.
Et justement, c'était un peu, ça, là où je voulais en venir. Les Titans ont le pick 11, ont encore, quelques assets intéressants dans cette équipe. Il y aurait, le safety, Kevin Byard qui aurait parlé d'un éventuel départ ou qu'il y aurait une incompréhension avec la direction. Il y a la valeur de Derrick Henry, il y a ce pick 11. Ça a pas bougé là tout de suite, autour de la free agency. Est-ce que ça bougera avant la draft ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, partons de l'hypothèse où tu as ces assets le soir de la draft, ce pick 11 et les joueurs, que j'ai cités et qu'on connaît. Comment manœuvres-tu pour entamer ce qui est normalement une reconstruction chez les Titans? Bah, tu me posais la question quelle stratégie adopter. Là, je pars sur du talent. Heu, Meilleur talent à chaque poste, je pense. Heu, ouais, le plus possible, je garde mes pics. J'hypothèque pas mon avenir, je garde mes pics. Si je peux descendre d'un pic par-ci par-là, pareil, je le fais. Je pense pas que tu auras d'opportunité de récupérer un du top 4 QB, même si tu montes. Heu, OK, enfin, ça me paraît compliqué et c'est réellement ce dont ils ont besoin. Je pense qu'ils ont besoin d'un receveur 1 aussi, cruellement, à côté de Treylon Burks. Donc, si tu peux récupérer un j'ai vu, Jordan Addison, si mes souvenirs sont bons, Quentin, Johnston et Smith Njigba? merci, Ouais. Smith-Njigba, Jason Smith-Njigba. Un de ces 3 là, bon après, il y en a qui sont, prévus pour beaucoup plus tard. Si tu as l'impression que les 3 ils ont la même valeur, bah, descends et prends-le plus tard. Voilà, c'est mon avis et après ouais, meilleur joueur par-ci par-là, que tu peux prendre et commence ta reconstruction tranquille avant de cut Hill l'année prochaine. OK, toi tu le cut pas cette année, d'accord, OK. Moi C'est trop tard pour le cut, non? si je mettais le cas Titan, le cut où justement j'allais dire, disons que tu arrives, à ce scénario où les QB tombent très vite, une équipe n'a pas pu monter. Est-ce que tu pas une équipe qui n'aurait pas envie de tout redétruire et qui pourrait, Je pense qu'il l'aurait fait avant. Il l'aurait fait pendant la free agency. Si quelqu'un voulait Hill, il l'aurait pris pendant la free agency. Et je pense que si les Titans voulaient s'en séparer cette année, ils l'auraient fait pendant la free agency aussi. OK. OK, Après, ils ouais. ont vu en Malik Willis qu'ils avaient absolument rien. Ouais, bah, c'est ça. En fait, tu sais quand Willis, tu un échec. Alors, deuxième scénario, j'en profite pour rebondir. Si tu pars du principe que ça garde Hill une année de plus et que du coup, pour l'instant, ce pick 11 ne bouge pas, heu, comment tu fais pour optimiser, l'effectif actuel? Est-ce que vraiment tu prends un deuxième receveur? Ou est-ce que tu te dis: «Je mets tout sur la ligne et je profite d'une dernière année de Derrick Henry», genre, tous les picks que tu as, tu investis la ligne et au moins un running back 2 et vas-y, Il y a déjà un running back 2 qui est pas mauvais. C'est Haskins, ouais, qui est bon. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'un running back 2. Je pense que si tu n'as pas de receveur 1 réel qui fait peur, tu n'as aucune chance. Parce que, ok, tu vas dans la boîte, mais toute la défense va dans la boîte aussi. Parce que tu n'as pas de menace extérieure réellement qu'il faut doubler. Donc, pour moi, le jeu des Titans a besoin d'un A.J. Brown, qu'ils n'ont plus. On a vu d'ailleurs avec les Eagles que ça a très bien marché et qu'avec les Titans, ça marchait plus du tout. Donc, ouais. c'est bien que il y a eu d'autres mouvements évidemment, mais réellement, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, ils ont besoin d'un receveur pour moi. C'est besoin numéro un. Ils ont perdu Robert Woods. Alors, c'était pas la plus grosse perte, mais tout de même, ils l'ont plus. Il y a quasi que Treylon Burks et Westbrook-Ikhine. Ouais, C'est c'est très limité, quoi. léger. C'est très, très léger. OK, OK, bah, j'entends. Vu comme ça, si on reconstruit pas, j'avoue que la transition que je veux voir pendant un an, c'est un receveur 1. Après les 4 picks qui suivent, 4 mecs, les 4 plus forts sur la ligne possible sur la ligne offensive, vraiment. Défensivement, tu t'en fous. Ah, défensivement, je m'en fous. Genre, Ok. vraiment la stratégie Ouais, franchement, la quitte à faire stratégie Raphaël Nadal, quoi, comme tu l'avais dit dans l'épisode d'avant. On s'en fout du revers, exactement. quoi. Non, mais Ok. oui, tu appuies sur les points forts et tu pries pour, priver un maximum les équipes de ballon et tu fais avec ce que tu as, quoi. Si vraiment tu as un talent que tu adores, tu le prends, mais prends des mecs en online, profite de Derrick Henry une dernière année. Prends, je crois, comment il s'appelle, Zach Charbonnet ou Charbonnet, le running back, qui a un profil, ultra grand, costaud, nin mets-le Chardonnay, c'est le vin, ça. C'est ce que tu bois. exactement. Tu le mets derrière Derrick Henry, tu lui dis: «Écoute, quand on a un physique comme ça, c'est de cette façon-là qu'il faut jouer» et puis tu sur la transition, quoi. On va passer à une dernière équipe, Alex, dans la même division, mais je l'ai trouvé, intéressant, c'est, les Texans.
On est sur une reconstruction, mais qui part de beaucoup plus loin que les Lions ou les Seahawks. Là, c'était vraiment, je prends l'équipe la plus éclatée au sol possible et je vois ce que je peux faire. Sachant qu'il y a des bons pics. Il y a des bons pics. Il y a le 2e pick de la draft et le pick 12. Tu as une base défensive pas vilaine. Je trouve que ils ont été un peu mésestimés parce qu'ils se faisaient piétiner par le manque de talent de l'autre côté, mais la défense est déjà correcte. Qu'est-ce que tu fais si tu es les Texans avec notamment ce pick numéro 2, ce pick 12? Est-ce que tu vas, par exemple, monter et rechercher ce pick numéro 1 qui aurait dû être dans tes poches si tout le monde s'était pas énervé d'un coup? Est-ce que tu prends ton QB en 2 parce que tu vas avoir celui que tu aurais pu avoir en 1? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai l'impression que les Texans, ils voulaient Bryce Young Ah, ils s'en sortent trop bien. et j'ai l'impression que les Panthers veulent CJ Stroud ou Ouais. Anthony Richardson. Ouais, je suis 100 d'accord, hein. Franchement, j'ai Donc en l'impression que fait, leur les connerie ils vont être sauvés de leur connerie de dernière semaine par les Panthers qui montent. Mais nous, on veut Stroud, nous, Bryce Young, on s'en fout. ouais, et puis ils ont raison parce qu'ils auraient jamais eu Stroud en 9. Mm. Ils auraient pu l'avoir, ils auraient pu trader avec les Cards pour avoir quelqu'un en 3, mais rien n'était sûr qu'ils aient CJ Stroud du tout. Ouais. Parce que je voyais pas Young, Richardson passer, surtout avec le Pro Day qu'il est en train de nous faire. CJ Stroud, là, j'ai l'impression qu'il est en train de valider définitivement sa maison en Caroline du Nord. Et donc, ouais, ils vont s'en sortir avec Bryce Young. Et derrière, ils ont beaucoup d'autres choses à améliorer dans leur équipe. Donc, Est-ce que mais, tu... mais ils vont pas gagner. Ils vont pas Ouais, gagner cette année. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure pour les Lions, où tu pouvais avoir une équipe qui montait en plusieurs parties, je serais pas surpris de voir une équipe là monter en plusieurs parties en passant par le 12 pour remonter en 5, 6, 3 ok. éventuellement. Donc je serais pas surpris qu'ils récupèrent pas mal d'assets. Alors après, il faudrait que ce soit une équipe qui ait beaucoup de pics disponibles pour pouvoir monter une première fois puis une deuxième fois très très haut. Mais on a vu des choses plus étranges arriver encore, hein. Les Panthers qui sont montés de 9 à 1, c'est quand même un beau. Bon, ils ont balancé quand même pas mal de choses Ah ouais, ils sont passés à dans la la caisse, caisse. hein. Ah ouais, ouais, clairement, ouais. Ils sont bien passés à la caisse, mais quand même, ils l'ont fait. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir les Texans faire ça et accumuler autant que possible. C'est beaucoup ma stratégie, mais j'ai l'impression que, en tout cas sur les équipes que tu as citées, il n'y a pas besoin de drafter pour une raison ou pour une autre. Tu n'as pas besoin de faire enfin, à part les Lions, du coup, qui eux, pour le coup, ont besoin de Ouais. drafter, en fait. Mais sinon, si tu gagnes, tu vas gagner quoi qu'il arrive parce que tu es à l'équipe pour. Et si tu perds, tu vas pas plus gagner parce que tu récupères un joueur au premier tour c'est sûrement très bon, mais voilà. Donc c'est un peu mon avis là-dessus. Ok. Ok, ok. Moi, j'avoue qu'avec le 2e pick du premier tour, avec ce pick 12, je me demande si t'es pas déjà obligé d'investir sur ta ligne offensive. Je crois me rappeler qu'il y a 2 prospects très très bons sur la O-line qui sont prévus entre genre 8 et 15 en fonction de ce Ouais. que les équipes vont faire. Est-ce que t'es pas un peu obligé déjà de dire bon, on a pris Bryce Young, nous on n'est pas les Cards, on va pas le bousiller comme Kyler Murray s'est fait bousiller. Euh, on, on arme la ligne directement. Ah oui, c'est possible, hein. Ah non, c'est totalement possible. Ce serait c'est une des meilleures choses à faire. Faut juste, moi, dans les petites mock drafts que j'avais vues, ils tombaient sûrement entre 8 et 11. Donc ça me faisait un peu douter, et notamment avec ce que tu disais sur l'O-line des Titans qui avaient besoin. En fait, si tu en as deux et qu'il y en a un qui part avant pour protéger Jimmy Garoppolo, Riders au final, et un Mm. autre qui part pour protéger Derrick Henry, bah, d'un coup, tes deux premiers, ils sont plus là. Et donc là, il peut y avoir un trade down éventuellement. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est une possibilité et ce serait pas une mauvaise chose nécessairement. On avait vu notamment Deshaun Watson pendant plusieurs années aux Texans courir pour sa vie. Ils ont Ouais. récupéré Larry Mittensil, ils l'ont repayé cet été. Enfin, ils l'ont récupéré il y a un petit moment déjà, mais ils l'ont repayé cet été. Et cet été, je dis cet été, mais pas du tout, cet hiver, hein, à cette intersaison en tout cas. Donc il peut y avoir du monde qui peut arriver aussi et ce serait pas, oui, ce serait pas étonnant du tout. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis, que ce soit... J'ai plus l'habitude, enfin j'ai pas encore l'habitude, mais que ce soit sur Twitter ou en commentaire de cette vidéo sur YouTube. Parce que je crois on peut activer les commentaires et vous pouvez en laisser. Mais ils sont activés. Oh, ils sont déjà activés, mais
Quel travail, mon Alex. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous feriez à la place de ces 4 équipes. Nous, on va avancer, tranquillement. Un petit sujet sur lequel, je voulais m'arrêter, sur lequel on va pas faire ultra longtemps parce que nous ne sommes pas des scouts NFL, mais en gros, se pencher sur les éléments qui permettent de repérer un bon prospect à la draft. Parce que c'est quand même ultra intéressant. On vient de parler de stratégie d'équipe, mais quand tu n'as pas l'évidence devant les yeux, il faut creuser un peu. Toi, Alex, sur quel genre d'informations t'aimes te baser? Qu'est-ce qui te paraît être, fiable, moins fiable, tu vois? Allez, je te lance direct là-dessus. L'importance du combine. À chaque fois, pendant le combine, on voit des joueurs qui, font des perfs de malade, typiquement Anthony Richardson. D'autres qui sont, décevants, et qui chutent dans les mocks, qui chutent de 15-20 places, selon les postes, même encore plus. Comment dire? Si toi, t'étais un scout NFL, à quel point tu t'arrêterais sur ce combine? Est-ce que pour toi, en fait, rater faire une mauvaise perf pendant le combine, c'est signe qu'un joueur peut rater des grands rendez-vous? Est-ce que tu ferais déjà des associations d'idées? Ou est-ce que en fait, vaut mieux pour toi s'arrêter sur tout ce qui a été produit pendant une saison? Comment tu mets la balance entre ces éléments? C'est une longue question. Ouais, elle est longue, ouais. Je vais essayer d'avoir une réponse, rapide. Elle était pas ultra claire. En gros, est-ce que le combine peut me faire changer l'impression sur un joueur? Ouais et surtout à quel point tu lui donnes de l'importance par Ouais, rapport à voilà, ce que c'est tu as ça. pu voir pendant une saison, ouais. Peu, on va dire. C'est Ouais, si le combine est raté complètement, oui, ça a une importance. S'il est décevant, ça a une micro-importance. S'il est un peu mieux que ce que je pensais, ça a pas d'importance. Et OK. s'il est bien meilleur que ce que je pensais, ça a un petit peu d'importance. Est-ce que même le bien meilleur, tu te dis pas: «Putain le gars, il donne l'impression, OK, il sait que c'est un gros moment, il sait qu'il est observé et quand il est observé, il fait mieux que ce qu'il a fait toute l'année», tu vois? Alors oui, il est observé, mais en même temps, tu as pas un mec qui arrive vers lui, à fond. Ouais. Prenons l'exemple d'un QB ou d'un receveur. Si tu as pas un corner devant toi, c'est pas la même chose que quand tu as un corner. Si tu Mmh. fais un 40 yards en 4 secondes 24, mais que tu es en string, tu vas aller plus vite que, si tu es avec des pads. Non, mais c'est bête, mais Ouais. tu as moins de résistance au vent, tu pas le casque qui te gêne la vue, tu pas le mouse guard qui t'empêche de respirer comme Ouais, ouais, pour ouais. reprendre ton souffle. En fait, c'est des petits détails comme ça. On avait vu John Ross qui avait fait un super combine, qui avait couru super vite. Il a absolument rien fait en NFL, mais alors qu'est-ce qu'il courait vite? Hem, mais Mitch Trubisky, je crois, avait fait un très bon combine. Il avait été piqué en 2 devant Deshaun Watson, devant, Pat Patrick Mahomes Mahomes. aussi. Ah voilà, non mais c'est ça. C'est un combine réussi, c'est bien, c'est cool, ça rassure, mais pour moi, ça devrait pas te faire gagner des places plus que ça. Je trouve qu'un combine raté peut te faire perdre des places, mais un combine réussi devrait pas nécessairement te faire gagner des places en lui-même. Peut te Est-ce faire que gagner des places si les autres ont fait ouais, chier, quoi. ouais. OK, OK. Donc pour toi, les franchises, vu qu'on est sur comment repérer un bon prospect, le combine finalement, tu viens plus pour voir une bonne surprise ou voir un mec qui se rate complètement que sur de la perf à la marge, que ce soit en positif ou en négatif, quoi. Ouais, en fait, je vais avoir une idée, j'imagine, hein. J'aurai une idée de ce qu'ils vont faire. S'ils font ce que je pensais, tant mieux. S'ils font bien mieux, ah, OK, d'accord. Et encore une fois, ça dépend du poste. On a vu là un des tight ends, je sais plus lequel, faire un combine absolument fou par rapport aux autres tight ends, notamment au niveau du blocking, où il poussait comment dire? Les trucs, de CrossFit là, c'est où tu pousses, comme Oui, tu veux. Tu avais oui, l'impression qu'il faisait, 500 grammes le délire, et à côté de ça, tu avais les autres tight ends qui devaient bloquer, ça avançait quasiment pas. Donc j'ai plus le nom, il va falloir que je le retrouve, mais tu ce truc-là où quand même tu as une impression visuelle de: «OK, je compare avec les mecs de son poste, ça a l'air d'être un mec qui est quand même assez bon et qui peut me rassurer sur du blocking», par exemple. En fait, tu peux avoir des petites facettes qui peuvent te rassurer, mais je sais pas si quand on voit un Anthony Richardson qui a, et c'est pas pour lui taper dessus du tout, mais qui complétait, je crois, un peu plus de 50 de ses passes en université, bah, c'est que 50 des passes en université.
Donc ça, en fait, tu pourras pas me le sortir de la tête au moment où je vais avoir envie de drafter mon QB pour les 4 prochaines années. Est-ce que j'ai envie que la moitié de ses passes, elles aillent sur l'herbe? Ouais, peu importe le projet exceptionnel qu'on te présente, C'est sûrement un très bon projet et tu vois, avec un ouais. Brian Daboll, je serais très confiant. Avec d'autres coachs qui ont réussi avec un Randy Reid, je serais confiant aussi. Mais, mais je pense que tu peux vite être limité si tu te retrouves juste en te disant: «Ah bah, il y en a qui ont réussi donc moi aussi». Mmh. Écoute, involontairement, ta transition est parfaite. La passe décisive est beaucoup plus précise que celle de Richardson, puisque j'allais te parler de l'importance du contexte. Tu viens de parler un peu tu as des joueurs, faut qu'ils tombent dans le bon contexte, en NFL. Mais déjà, comment tu analyses les contextes à la fac? Est-ce que, par exemple, un Richardson qui compléterait, pas beaucoup de passes dans une équipe un peu faible, ça t'inquiéterait? Est-ce que s'il avait une équipe, mal coachée, ça t'inquiéterait? Tu vois? À quel point les éléments qu'il y a autour du joueur lui-même impactent ton avis sur un joueur? Et d'ailleurs, ça compte aussi pour la NFL, hein. Bah, tu te retrouves en université, tu te retrouves aussi, avec les offres que tu avais avant d'arriver en université. Ouais. Donc comment tu étais bon en high school définit dans quelle université tu seras. Donc tu peux avoir un progrès qui sera énorme en université et te retrouver au final dans comment dire? Une université pas bonne. Si tu es nul, de manière académique, je pense que tu es pas dans les meilleures universités non plus. Après si tu es un talent générationnel, je pense que tu vas un peu où tu veux. Mais tu as un peu ces contextes-là de pré-université qui jouent. Ensuite sur le coaching, bah, c'est mieux d'être bien coaché, je trouve. Mais après, c'est pas ton choix, hein, donc tu es coaché par, qui tu peux et comment? Ouais, c'est un peu les idées que j'ai. Moi, je trouve que quand tu es dans une bonne, comment dire? Une bonne, conférence notamment, bah, tu vas jouer contre des meilleurs joueurs, tu vas jouer avec des meilleurs joueurs, donc si tu te retrouves dans un bon contexte, on voit directement ce que tu peux donner. En fait, tu vois dans le bon contexte ce que tu donnes, mais tu vois pas dans le contexte négatif ce que tu vas donner plus et inversement. Ou si tu es dans un contexte négatif, tu vas voir comment tu t'en sors, mais si on te met, Davante Adams, Tyreek Hill et je sais pas qui d'autre et que tu es QB, ça va aider, mais jusqu'où tu arrives à faire. Donc c'est un peu tu as une idée au moins du contexte dans lequel il est et si c'est réplicable dans la ligue, mais tu es vite limité quand même, je pense. OK. OK, OK. Je sais pas ce que Et tu en penses? non, mais je suis assez d'accord avec toi. Ça allait mener à ma question suivante, parce que je trouve que là, tout ce qu'on a expliqué en matière de contexte se vérifie aussi dans les stats. Et tu vois, il y a souvent ce truc à quel point les stats brutes sont intéressantes ou pas, et les stats avancées, intéressantes ou pas. Et tu vois, ce que tu dis, ça me donnerait l'exemple. Est-ce que tu préfères, genre, drafter un receveur d'une bonne fac qui a du coup, souvent un top QB, qui affronte aussi des meilleures défenses, mais qui, genre, il te fait, 1 400 yards, 10 TD, enfin, toutes les belles stats que tu peux voir chez un receveur, mais genre qui a des stats avancées, genre le type est moyen pour créer de la séparation, genre il capte beaucoup de ballons parce que, les passes sont très précises, tu vois? Et genre il est, ouais, moyen pour créer de la séparation, il a un ou 2 drops de temps en temps. Ou à l'inverse, un mec qui a des stats brutes, genre, il a fait, 800 yards la saison, 4 TD, mais en fait, comme tu as dit, c'est parce qu'en high school, c'était pas le meilleur, il a progressé de ouf après, il a un QB nul à chier. Mais par contre, quand tu regardes les analytics, le gars sur, chaque tracé, il met 3 mètres à son cornerback. Faut voir le cornerback en face, c'est tout le temps la même chose, en Ouais. fait et c'est là où, en fait, je trouve que le combine, les pro day et cetera, ils t'aident beaucoup, à avoir une vraie idée bah, OK, tu as 2 joueurs, sensiblement, qui sont censés tomber dans le même range. Qu'est-ce qu'ils donnent réellement, dans des contextes similaires? Donc je trouve que là, pour le coup, ça peut être intéressant de voir à ce niveau-là. Tu as une idée parce que oui, effectivement, tu peux voir les tracés qu'ils font. Je pense que tu peux comparer certaines routes qui sont faites parce que les playbooks, ils peuvent être autant innovants que tu veux. Il y a quand même des plays et comment dire? Des tracés qui restent les mêmes, donc tu peux les comparer. Mmh. OK. Dernier élément, Alex, sur, l'évaluation des prospects. J'aimerais savoir quelle importance tu donnes aux blessures et si tu fais des 0. distinctions entre certaines blessures. OK. Ah oui! Oui, Ouais, oui, OK. oui, je fais des distinctions entre certaines blessures. Mais, faut pas confondre, joueurs souvent blessés et joueurs sujets aux blessures. Juste Vas-y, bah, ça. fais la distinction pour ceux qui ne l'auraient pas, totalement, si c'est En fait, assez clair dans ta tête.
Tu te pètes la clavicule, derrière tu te pètes la cheville, derrière tu te pètes le genou. Bah, Ouais, en fait, tu es souvent blessé. Mais ouais, c'est pas grave, c'est juste tu as eu 3 chocs, OK, tu es tombé sur la clavicule, tu t'es retourné le genou dans un mauvais appui et comment dire? Je sais pas, tu tu as marché glissé sur sur le le ba pied de Tao Lai, ouais, ou tu as glissé sur le ballon que tu avais fumble. Enfin, on va éviter que ce soit toi qui les fumble, mais tu vois l'idée, quoi, en fait. Tu as 3 Ouais, trucs qui sont, malheureux et un joueur sujet aux blessures, c'est, quelqu'un qui va se défoncer le genou, 1 an après, il se refait les croisés. mmh, 1 an après, il a une entorse au genou, et cetera, et cetera et en fait, c'est tout le temps la même chose et là, pour le coup, tu un peu plus, comment dire? Sujet aux blessures et là, pour moi, c'est plus dangereux. Quand tu as une blessure historique qui a été, en fait, les croisés, tu reviens difficilement. Déjà, on a pu le voir en NFL, c'est assez dur, même si tu reviens de mieux en mieux et tu as des blessures comme ça qui sont un peu plus dangereuses, on va dire. Si tu as un QB qui se défonce l'épaule et qui a un peu, ou le coude et que ça revient plusieurs fois, ouais, ça c'est dangereux. Et en fait, c'est plus dans cette chose-là. Il y avait beaucoup le. J'y pense parce que c'est CMC, je crois qu'il y a eu des blessures vachement différentes ces différentes oui, années. Et en fait, on se dit, bah ouais, que le mec il va se blesser tous les ans. En fait, non, c'est juste qu'il n'a pas eu de chance. Mais il ouais, n'est pas sujet aux blessures, il est juste souvent blessé. Et je trouve que ouais, c'est ça la différence entre les deux. Et du coup, si je vois comment dire, un historique type Abu Dhabi, où c'est, comment dire, mais pas, enfin Abu Dhabi miniature, c'est-à-dire c'est blessé partout, ouais. mais jamais le même endroit, bah, ça me fera moins peur. Par contre, si je vois un mec je sais pas, qui a tout le temps mal au coude gauche et il est gaucher, pour lancer, ça me fait peur. OK. Ouais, non, j'aime beaucoup et du coup, dernière question sur ça, jusqu'à quel point tu vas drafter un joueur comme ça? Genre le gars, il est pétri de talent, genre il y a 1 an, il était prévu, top 10 de la draft, il s'est fait, croiser des genoux gauche, tac, il est revenu, il s'est fait les croisés à droite, parce que compensation. Si le mec était prévu, je sais pas, numéro 9, où est-ce que toi, tu as envie de le drafter? Jusqu'à quel point tu as envie d'investir? Bah, ça dépend, encore une fois, des besoins de l'équipe, et du tiers dans lequel il est. Si c'est un Tua comme on avait pu voir, là, il y a quelques années, qui pour moi est un très bon exemple de ce niveau-là, qui était prévu numéro 1 et de très loin, s'est blessé. Au final, il est tombé en 5, et au final, il est tombé en tant que 2e QB. Mais personne n'est monté pour lui. C'est Ouais, juste, il est descendu en 5 parce qu'il y avait aussi Justin Herbert à ce moment-là, qui était sûrement aux yeux des scouts vu dans le même tiers. Et ensuite, tu avais Jordan Love qui était quand même beaucoup plus bas. Donc, et je crois Jacob Eason aussi cette année-là, ouais, qui était peut-être. Ouais. il est pas tombé d'un tiers, quoi. Non, non, il est tombé d'un tiers parce que pour moi, il était tiers 1 tout seul et au final, il est tombé tiers 2. Oui, OK. Oui, Parce que oui. Joe Burrow, dans le même temps, fait une super saison et donc du coup, tu as un prospect où tu dis: «Ah OK, bah lui, il s'est pas blessé, donc je vais le prendre». Mais bon, tu as des blessures où, tu te les fais une fois, ça revient pas, voilà et tu en as qui tu dis: «Ah bah, je vais pas le blesser, je vais le drafter parce qu'il a jamais été blessé». Je sais pas si c'est non plus la meilleure idée parce qu'une blessure, ça arrive, n'importe comment. On a vu avec Joe Burrow notamment qui s'est blessé sa première saison. Ouais, alors qu'il avait pas d'historique, particulier. Non. Eh bien, Alex, on a vu, globalement, on a un peu, observé comment les équipes pouvaient, repérer un prospect, en tout cas les différents éléments sur lesquels elles pouvaient appuyer. On a vu avant ça quelle stratégie on pouvait adopter. On a quand même pas mal d'outils pour la draft, mais c'est pas les seules choses à faire parce qu'une fois que tu as ces rookies, ce serait quand même dommage de pas bien les accueillir et donc on s'oriente vers notre dernière partie qui est, comment tu valorises justement, ces prospects, ces rookies que tu viens de drafter et après, dans quelle direction on se dirige? Et je dis: «Et après», mais en fait, je te pose une première question Alex. À quel point le comment dire? Le plan de jeu d'une équipe ou d'un entraîneur, selon toi, devrait influencer la draft? Genre, est-ce que si tu as un coach, tiens, on va prendre un exemple un peu, extrême en ce moment. Arthur Smith chez les Falcons, head coach des Falcons, il est arrivé, on a très clairement vu que lui, il avait envie de faire courir ses équipes. À quel point déjà tu orientes ta draft pour aller sur ton système de jeu? Genre, est-ce que tu es capable de t'éloigner, selon toi, est-ce que c'est intéressant de s'éloigner pas mal des gros talents pour aller vers ça? Non.
Voilà. Non, ouais, tu préfères le talent dans tous les cas? Bah, oui et puis après, encore une fois, oui, il faut faire attention à ce que tu récupères, mais c'est bien le système, c'est bien de voir, ce que tu veux récupérer et cetera, mais va pas prendre un mec qui est digne du deuxième tour au premier tour parce que tu as absolument besoin d'un, all-line à ce moment-là. Je pense qu'il OK. faut être intelligent. Ouais, tu fais pas un reach énorme non plus, ou c'est genre s'il y a rien qui te correspond, bah, genre tu trade down et Ouais, tu vas voilà, c'est faire autre ça chose, et quoi. après tu récupères le joueur en question et oui, c'est toujours mieux quand le joueur se sent valorisé, récupéré, comment dire? Récupéré pour une idée très précise de ce qu'il faut faire parce qu'il y a un besoin, très clair en right guard et donc tu draftes un right guard, ça a du sens. Hem et après tu peux aussi être là parce qu'il y a un joueur vétéran qui est là pour encore 1 an, tu sais que tu vas pas pouvoir le prolonger, donc tu récupères, j'en sais rien, un left tackle, que tu récupères parce que, bah, ton left tackle, il va partir, donc tu lui fais une année où il apprend derrière en quelque sorte et ça peut être intéressant aussi. OK. Alors si je te pose cette question, c'est parce que j'ai bien sûr 2 études de cas, je viens toujours avec un peu des études de cas, mais globalement, on a, Hollywood Brown que les Ravens ont drafté quand même assez tôt, pour au final un plan de jeu qui correspondait pas du tout au profil du joueur. Non. Ils ont refait la même chose avec Bateman, hein, qui est aussi un receveur extérieur qui est bon en profondeur. Et tu vois, je me dis, à quel point c'est pertinent d'aller chercher un talent alors que c'est un besoin s'il rentre pas dans ton plan de jeu. Tu vois? Mmh. J'ai un peu l'impression que tu peux tomber sur ses limites et du coup, j'ai envie de le mettre en opposition avec un élément, qui est à l'opposé de ça, la draft de Tom Brady. Parce que, à chaque fois, on a dans l'esprit: «Ouais, OK, les Pats, nin nin, ils sont allés le chercher loin et tout». Et alors, il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant du contexte complet et donc on est aussi là, pour se permettre de le rappeler. Mais Tom Brady, s'il est drafté, c'est qu'il y a un plan très, très précis. Pour redonner des éléments de contexte, à cette époque-là, heu, l'année de la draft de Tom Brady, changement de head coach, ce bon vieux Bill qui débarque et qui prend le poste, après Pete Carroll, je crois, et il vient aussi avec un nouveau coordinateur offensif qui n'avait, ou entraîneur des QB, je ne sais plus, j'ai un petit doute entre ces 2 là. Mais en tout cas, qui n'avait jamais occupé cette fonction jusqu'à alors, et le mec a surkiffé le profil de Tom Brady. Il a adoré l'échange qu'il a eu avec lui, il trouvait que c'était un joueur intelligent. Quand on compare les notes qu'il avait sur Tom Brady à celles de la majorité des autres scouts, il l'avait beaucoup plus haut dans le tableau. Et surtout, ils avaient un plan de jeu très précis. Ils avaient identifié en Brady les qualités qui se sont avérées fonctionner en NFL, mais celles d'un pocket passeur exceptionnel et qui surtout avait un sang-froid énorme. C'est vraiment la dimension, sang-froid et lecture de jeu qui les a impressionnés. Et ils avaient Drew Bledsoe qui était en pleine force de l'âge à l'époque. Ils avaient d'autres besoins parce qu'à l'époque où ils draftent Tom Brady, l'équipe, c'est un gruyère, elle est pleine de trous. Et ils ont quand même eu l'opportunité d'aller le chercher. Et tu vois, donc je me disais, eux, ils ont drafté un joueur, ils avaient un plan. Ils avaient un plan et du coup, ça a facilité, son introduction au NFL. Il a bien sûr bénéficié du fait que Bledsoe, se blesse pour prendre le poste, mais tu te dis, ils avaient déjà 3 QB dans l'équipe, ils ont dû, en transférer, en couper, enfin ils ont fait de la place exclusivement pour Brady. Tu te dis que le plan a été tellement bien pensé qu'à terme, il aurait trouvé sa place s'il était resté dans cette équipe. C'est possible. Et je C'était la trouve minute ça. Jérôme. Ouais, 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 je trouvais cette histoire ultra intéressante à partager et surtout pour souligner, un peu à quel point le contexte est important. Genre toi, Alex, prenons tes Dolphins. Comment tu aurais envie que la draft se passe? Un peu quel genre de profil tu as envie d'aller chercher et comment tu ferais pour faciliter leur arrivée? On a 4 pics, donc ça va aller très vite. Je prends les meilleurs joueurs qui existent et basta, point. En fait, il y a rien, il y a plus rien de disponible. Heu, il y a il y avait besoin d'un corner, pour la récupérer avec Jalen Ramsey. Je pense qu'il peut y avoir besoin de quelques personnes sur la ligne défensive aussi. Donc, meilleurs joueurs disponibles, il y a 4 joueurs, tu les prends et ciao, quoi. OK. C'est Donc, un peu moi, l'idée.
Au moins, c'est vrai qu'avec les Dolphins, Bah, c'est assez clair. Vous avez c'est pas, ultra rapide, ouais. Bah, tu trades, en fait, les picks ont été, vendus pour, comment dire? J'oublie tout le temps son nom. Chubb. Chubb, co tu vois? Tu sais tout le Il est temps revenu que comme je ça. ouais, Bradley Chubb des Broncos. Ensuite, il y avait, bah, pour Tyreek, pour Jalen Ramsey, en fait, c'est le pick pour, essayer de récupérer Tom Brady et Sean Payton, quelle belle affaire. C'est la différence avec les Broncos. Les Broncos, ils ont tradé un pick pour récupérer, Sean Payton. Nous, on a tradé un pick pour la NFL. C'est c'est un peu, bon, chacun son truc, hein, mais voilà, ouais, tu prends ce que tu peux et tu avances. Et on parlait du contexte, là on a parlé d'un encadrement qui est arrivé avant la draft. Ça arrive aussi parfois que les coordinateurs soient choisis après, qu'il y a encore quelques trous. À quel point tu penses qu'un general manager doit prendre un est-ce qu'un general manager doit prendre un coach en fonction de son équipe ou prendre le coach qui lui paraît avoir, le meilleur fit avec, ses idées à lui, en tout cas la meilleure entente? Tu vois, à quel point tu fais dépendre le choix du coach de l'effectif ou l'inverse? À quel point tu draftes en fonction de ton coach? Qu'est-ce que tu trouves intéressant? Je trouve ça méchant de donner comment dire, une équipe à un coach en lui disant, respecte mon idée, fais coach. OK. Ça va plus vite, tu vois? Genre, en tout cas, c'est mon idée. J'ai l'impression que beaucoup d'équipes sont, beaucoup de coachs arrivent dans des moments un peu charnières où ils te restent soit un an avec un QB, soit un an avant, soit au début d'un QB, Mmh. qui est quand même le poste, clé quand tu reprends une équipe. Ouais. Tu as beau avoir la meilleure équipe que tu veux, défensivement, offensivement, si ton QB il tient pas la route, tu seras très vite limité. Donc, j'ai plus ta question. Mais en gros, est-ce que, heu, est-ce que tu fais fitter les choix de ton effectif, genre, free agency plus draft en fonction de ton coach? Oui, à 90 je OK, pense. Moi, en tout cas, ce serait mon idée. Si je prends un coach, autant lui donner les rênes quasi complets. Après, par contre, je regarde les contrats et je prends pas, des mecs qui ont des contrats de 8 ans, j'exagère, hein, ouais, mais en l'occurrence 4, si le mec a 2 ans devant lui, je vois pas l'intérêt, quoi. OK, OK, ça me va très, très bien comme réponse. Je te propose qu'on aille tranquillement vers une conclusion, hein, comme ça, petit épisode, magnifique, 1 heure, on est très, très bien. Pour conclure, Alex, j'avais un chiffre, à te donner sur lequel je suis tombé et que j'ai trouvé ultra intéressant. Sur la période 2002-2011, donc Très sur précis. 10 drafts, je suis tombé sur ce chiffre, et j'ai pas eu envie de vérifier pour en calculer un 2012-2021. autre. Ouais. OK. Donc sur la période 2002-2011, sur tous les joueurs choisis au premier tour de ces différentes drafts, il y en a que 31% qui ont fait au moins une fois le Pro Bowl. Et je trouvais que c'était ultra éloquent parce que, et c'est aussi pour ça qu'un peu que ça m'a inspiré, toutes ces questions, toute cette construction d'épisodes parce que finalement, quand tu vois, peu importe la stratégie que tu établis, à quel point tu as des outils pour repérer les prospects et à quel point tu essayes d'intégrer au mieux tes rookies, tu te rends compte qu'il y en a que 31% qui deviennent pro bowlers. Et du coup, selon toi, où est-ce que ça pêche? Genre, qu'est-ce qui fait que les GM n'arrivent pas à vraiment repérer les talents qui vont, exploser? Ou est-ce que, c'est les coachs qui chient totalement et qui crament certains joueurs? Enfin, selon toi, comment t'expliques ce si faible pourcentage de réussite? Eh beh, j'aurais beaucoup aimé voir le chiffre de combien de joueurs, qui ont fait au moins un Pro Bowl, par équipe. Tu vois? Parce que je pense que tu as des équipes qui draftent très bien, notamment au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, Ouais, septième tour et en fait, tu as quand même 31 des joueurs, qui font le Pro Bowl sur un pool de 14. Donc au final, c'est quand même tu as 2 fois enfin, tu as 1 fois 2 quoi, donc ouais, mais tu vois, ce qui est normal parce que tu as oui, oui, aussi tu devrais avoir les s dans meilleurs ton idée, prospects. il faudrait qu'il y ait 50 on va dire. Mais quand tu réfléchis que tu as des fois, tu as 5 QB qui sont pris au premier tour, bah, en fait, tu en as peut-être 2 qui vont faire le Pro Bowl et en fait, ça d'un coup, tu vois, tu es à ton 40 à ce niveau-là et tu as quand même tu as des busts, mais tu as aussi des équipes qui draftent très bien parce qu'ils ont besoin d'un corner au troisième tour et qu'ils vont récupérer
tous les corners qui existent quasiment, et ils vont se dire, OK, lui, c'est la meilleure valeur au 3e tour, et on pense qu'on peut en faire quelque chose de bien. Tu as parlé des systèmes tout à l'heure. Si tu es dans un bon système et que tu es drafté au 3e tour, tu as plus de chances de faire le Pro Bowl que si tu es dans un système qui, en fait, comment dire, tu es dans un système moyen où tu vois, tu étais un tight end drafté au 1er tour comme Kyle Pitts, et au final, on t'utilise quasiment pas, à part la première saison où il a été vachement utilisé, mais la saison dernière, il n'a pas du tout été utilisé. Donc voilà, je pense qu'il y a cette question de système aussi et d'équipe qui récupère, qui draft très bien dans les tours suivants. OK. OK, OK. Eh bien, en tout cas, la draft est dans un bon mois. Et là, on a clairement vu aujourd'hui, avec, les chiffres et les quelques exemples, que du tout premier choix au tout dernier, ça pouvait impacter énormément une équipe, hein. Les Bengals, ils ont changé leur avenir avec Joe Burrow. Les Niners ont sauvé leur saison dernière avec Brock Purdy. Et là, on a un exemple d'un tout premier choix et d'un tout dernier choix de la draft. Ouais, Donc très, très clairement, il y a aucun tour à négliger. aucun. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir regardés/écoutés. N'hésitez pas à nous faire un retour, sur ce format d'épisode, hein. Comme, on vous l'a dit au début, on tente des choses nouvelles, donc faites-nous un max de retours tant sur, le fond que la forme, ce qu'on peut améliorer, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et à nous donner votre avis aussi parce qu'on adore débattre avec vous. Oubliez pas de vous abonner, sur YouTube, sur Twitter, et on spoil un petit peu, je vous conseille déjà de vous abonner, sur Twitch, activez la petite cloche. Pas impossible qu'il se passe des choses dans le futur. Voilà. On verra quand. On On verra verra quand. quand. Et mettez-nous des 5 étoiles sur Apple Podcast, notamment. J'ai vu que c'était encore à 5 étoiles. Sur Spotify aussi, on est très bien noté. Continuez comme ça nous fait très plaisir. On voit les notes, on voit les commentaires. On a vu l'épisode précédent qui a très bien marché. On vous remercie encore. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-nous des retours. Et on va faire en sorte de faire quelque chose de pas mal pour la suite. Exactement. On va se laisser sur ces superbes mots. On vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football.